Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver, vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. C'est demain que se tiendra donc la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne, d'abord à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Alors à quoi s'attendre, David ? Que va dire la Première ministre ? Sur le fond, elle va, je pense, se borner à répéter les priorités qu'avait annoncé, lui-même répété, le candidat Macron pendant la campagne présidentielle. Alors Steve, si vous avez manqué cet épisode, ce qui m'étonnerait, mais je vais quand même vous les rappeler. Priorité bien sûr à l'écologie, qui était l'alpha et l'oméga de ce second quinquennat Macron, même si vous le remarquerez, le sujet est un petit peu rétrogradé dans l'ordre protocolaire des ministres, dans le remaniement qui a été annoncé hier. Donc, écologie prioritaire, urgence absolue sur le pouvoir d'achat qui sera traité dans un texte, un projet de loi présenté dès demain au Conseil des ministres, dès jeudi, puisque ce sera jeudi. Et puis, deux objectifs en surplomb, deux objectifs importants, renforcer à la fois l'école et l'hôpital. Voici un peu les quatre piliers, les quatre points cardinaux de ce nouveau quinquennat. Donc, pas de surprise, puisque ça fait déjà des semaines que la Macronie tourne en boucle sur tous ces sujets. Ça, c'est pour le fond. Mais vous le savez, Steve, il y a aussi toujours la question de la forme. Absolument. Elle sera presque aussi importante face à une assemblée très hostile où le gouvernement ne dispose que d'une courte majorité relative et où les oppositions se montrent de plus en plus chahuteuses. Elisabeth Borne, elle a tout approuvé. On sait qu'on ne lui passera rien, ni les formules, ni le ton, ni l'éloquence, ni le charisme. Et on sait aussi que ce n'est pas forcément l'exercice dans lequel elle excelle le plus. La Première ministre qui a choisi de ne pas solliciter, David, le vote de confiance des députés, est-ce que ça peut lui nuire ? Oui et non. Oui, parce qu'en termes de légitimité, esquiver cet exercice, dribbler l'obstacle, c'est quand même une petite tâche sur son début de mandat. Et puis, vous avez remarqué que les oppositions, à commencer bien sûr par les Insoumis, s'en donnent à cœur joie sur son manque de légitimité. Donc cet épisode renforcerait cette impression. Mais je rappelle tout de même que la déclaration de politique générale, ce n'est pas un passage obligé, c'est une tradition. 4 autres premiers ministres avaient évité l'exercice. Vous les connaissez, Steve ? Alors, je ferme les yeux, je regarde pas ma fiche. Georges Pompidou, non. Édith Cresson, je le sais. Raymond Barre, peut-être ? Il en manque un. Michel Rocard. Édith Cresson, vous l'avez dit. Pierre Bérégovoy et beaucoup plus loin, Maurice Couve de Murville, sous le général de Gaulle. Il faudra réviser un petit peu, Steve, vos cahiers de vacances. Donc c'est une tradition, c'est pas obligatoire, mais ça permet quand même d'asseoir une autorité et précisément, c'est ce qui lui fait défaut à Elisabeth Borne, l'autorité sur son gouvernement, où les poids lourds, on l'a vu, sortent renforcés du remaniement, ainsi Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, respectivement numéro 2 et 3 de l'équipe. Sur la majorité aussi, où Édouard Philippe et François Bayrou ont pris de plus en plus de poids. Ils ont fait rentrer pas mal de ministres de leurs partis respectifs hier. Donc ça veut dire que sans vote de confiance, elle ne sera pas rélégitimée, d'où un doute persistant sur son assise et puis bien sûr sa durabilité à Matignon. Mais est-ce qu'elle pouvait faire autrement ? Alors, vous avez raison, c'est la bonne question. Elle n'avait pas d'autre choix. D'abord parce que cette majorité, elle est beaucoup trop courte et qu'en plus, vous avez remarqué qu'une vingtaine de députés sont rentrés au gouvernement et ceux-là, ils ne seront remplacés par leurs suppléants sur les bancs de l'hémicycle que dans un mois. Donc ça fait 20 voix en moins, donc ça fait quand même beaucoup. Le gap, l'écart était trop grand. Alors bien sûr, Elisabeth Borne aurait pu miser sur la promesse d'abstention de tel ou tel groupe, PS par exemple, ou LR, sur les petits arrangements entre rivaux. Mais cette stratégie-là, elle aurait été très risquée parce qu'à la merci d'un accident de parcours, imaginez que vous passez un deal ou un accord avec le PS par exemple, et que le PS se dédie, qu'il change d'avis, voire joue un coup de Trafalgar. Ça aurait été vraiment trop risqué. La Première ministre aurait risqué un camouflet, un désaveu. Et là, c'était vraiment un écueil à éviter. Dans quel état Elisabeth Borne, David, va-t-elle sortir de la séquence ? On va déjà en juger par son discours. Je reviens à mon point 1, la forme, le fond. Tout ça va donner une petite idée de la façon dont elle pourra faire face à cette assemblée très musclée dans son opposition, dans ses oppositions. Et puis aussi, une relégitimation, on le disait, par rapport à son propre
propre camp, son propre gouvernement. On a vu que les hommes forts comme Bayrou et Philippe, les dernières semaines, donnaient de la voix, critiquaient parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas été assez bien servis dans le premier gouvernement, dans le gouvernement Borne 1. Et puis, vous avez et c'est également constaté que des hommes forts deviennent de plus en plus forts. On citait tout à l'heure Le Maire et Darmanin. Un petit détail qui ne trompe pas, ils ont eux-mêmes annoncé hier matin leur reconduction avant même le communiqué officiel de l'Élysée, et qui plus est, à des ministères encore plus étendus, avec des prérogatives encore plus larges. Et puis, bien sûr, il y a le patron, le président Emmanuel Macron. La tutelle de l'Élysée va continuer de peser sur elle fortement, sur Elisabeth Borne. Tout l'enjeu est donc de se constituer des marges de manœuvre, et il n'est pas du tout certain qu'avec ce seul discours, elle y arrive dès demain. David, est-ce que Bruno Le Maire et Gérald Darmanin pensent déjà à la suite à une éventuelle dissolution et peut-être un nouveau gouvernement ? Évidemment, on sait qu'ils y pensaient déjà tous deux pendant le précédent quinquennat. D'abord Bruno Le Maire, qui a d'ailleurs été tôt identifié pour cette ambition-là. Et puis Gérald Darmanin, lui aussi, il semble y penser de plus en plus. Vous savez qu'il aime bien le rapport de force. Il s'était imposé au ministère de l'Intérieur, alors que Macron, je le rappelle, voulait nommer initialement Jean-Michel Blanquer. Donc on peut effectivement miser sur le fait que ces deux-là, il faudra compter avec eux dans la perspective de la suite, d'une dissolution, d'un remaniement, d'un changement de Premier ministre. Que sais-je, et bien d'autres choses encore. Ils vont être difficiles à gérer pour Elisabeth Borne, qui manque peut-être aussi d'expérience. Évidemment, tout cela, tous ces poids lourds à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur de la majorité, on citait Bayrou et Philippe, tout ça, ça fait quand même des gros cailloux dans la chaussure de la Première ministre. Et encore une fois, il va falloir vraiment qu'elle marque des points de main, qu'elle frappe les esprits pour assécher un petit peu les tentatives de rivalité, de concurrence, et puis les ambitions. Merci beaucoup David Revaud-Dallon. Je rappelle que vous êtes le chef du service politique du Journal du Dimanche. Hémicycle est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie d'Alexis Lacroix, le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Cher David, merci à vous. Bon après-midi. Merci, à la semaine prochaine.